Hi guys, c'est parti pour la review de l'épisode 15 de la saison 10 de The Walking Dead. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous avertir que le live a été déplacé à ce jeudi 20h sur ma chaîne Twitch. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode ? Habituellement, j'aurais dit que c'est un épisode que j'ai apprécié parce que la partie Princess est juste extraordinaire et j'ai vraiment l'impression que le personnage va être utilisé à bon escient dans la série, donc ça me fait très plaisir, ça rajoute un gros côté de légèreté. En même temps, on a une petite tension du côté de Beta, de toutes les personnes qui sont à la tour et tout ça, mais je sens pas le crescendo d'un avant de season finale où on se dit normalement ça va être explosif et tout ça, et en fait il y a eu un tel teasing, parce que bon, j'ai des interviews à chaque fois, et là pour le coup on nous a teasé un truc explosif et tout ça, ça va être dingue et tout. Et puis en plus, il y a la communication en disant que l'épisode 16, ça va être un peu l'épisode spécial et tout ça, alors qu'au final, c'est vraiment un season finale. Tout comme il y en a déjà eu dans la série, donc en fait il n'y a rien de spécial. Je pensais en fait que ça allait être épisode 15, peut-être quelque chose d'extraordinaire comme dans la saison 9, et que l'épisode 16 allait être quelque chose de différent, notamment pour nous introduire la nouvelle communauté, la nouvelle grosse communauté qu'on va voir par la suite. Donc je pensais qu'on allait être sur quelque chose de différent. En fait non, l'épisode 15 c'est juste un avant season finale, mais un avant assez léger, parce qu'en fait on est totalement sur un côté un peu humour et un peu décomplexé et tout ça, et à côté on a un côté un petit peu plus sombre, mais justement ce côté léger, je trouve que c'était pas le bon moment pour l'amener. C'est-à-dire que l'épisode 15, pour moi, on commence à avoir clairement la peur au ventre pour ce qui peut se passer pour la fin de saison en fait. Et j'ai pas du tout ressenti ça. On était sur un épisode amusant, drôle, léger, en tout cas la moitié du temps. Et en fait ça c'est quelque chose qui passe pour une première partie de saison, ou qui passe pour la reprise après le mid-season. Là d'accord, mais à l'épisode 15 en fait c'est pas du tout ce que j'attends de la série, un épisode léger, même si c'était un épisode que j'ai bien aimé. Pas forcément, quand on a de grosses attentes pour l'épisode 15, on est un petit peu déçu. Donc un épisode qui était sympa mais qui était pas du tout au bon endroit pour moi, qui aurait dû arriver beaucoup plus tôt, même si par rapport à la trame scénaristique c'était pas possible, mais là pour le coup c'était pas du tout le bon moment. Peut-être aurait-il même fallu que tout cet arc avec Princess et tout arrive en saison 11 et pas en saison 10, et qu'on se focalise seulement peut-être sur les chuchoteurs. Peut-être que ça aurait été intéressant, et du coup on aurait vraiment fait monter la tension et on aurait senti le truc incroyable qui arrive, parce que si on voit pas le trailer du prochain épisode, on n'a pas l'impression qu'il se passe quelque chose de fou en fait. En plus on est sur la même fin d'épisode quasiment que l'épisode d'avant, c'est-à-dire Beta qui est avec toute sa horde de rôdeurs et donc qui menace encore une fois les communautés. Donc on est sur la même chose, et je me dis ouais mais en fait vous avez rallongé encore du temps. Vous nous avez mis un épisode qui était pas au bon endroit clairement pour gagner du temps pour le season finale quoi. Et c'est un peu dommage. Donc forcément on va attendre l'épisode 16 avec impatience, mais ce sera pas grâce à l'épisode 15, ça va être juste par rapport à l'attente et au fait qu'on n'ait pas forcément eu ce qu'on voulait dans cet épisode 15. Alors, on va commencer par Negan. Negan qui est libre, il est libre de toute façon, bon, ils allaient pas le laisser en tôle alors que tout le monde est parti, mais en tout cas, il a l'air même si personne lui parle, il a quand même le droit de se balader un petit peu partout où il veut dans cette tour, hein. Il fait un peu ce qu'il veut. Peut-être que ce qui m'a manqué, c'est justement le passage où on parle de tout ce qu'a fait Carol, parce que pour l'instant, en fait, on n'est pas du tout revenu dessus sur le plan Carol-Negan. À quel moment on revient dessus? Donc, on y revient par rapport à Lydia, et là, c'est important et c'est intéressant. Et en fait, il y a tellement trop de parties dans cet épisode qu'on se concentre un petit peu sur la grosse partie. Pour moi ça reste quand même la partie Princess, ensuite on a un petit peu la partie Beta, mais c'est plus du teasing qu'autre chose, et du coup on a trop de choses. Donc comme je disais encore tout à l'heure, peut-être que l'arc de la grosse communauté, notamment avec l'introduction de Princess et tout ça, peut-être que ça aurait dû arriver à la saison 11, que c'était peut-être trop tôt et qu'on avait d'autres sujets peut-être à gérer avant. Mais c'était quand même intéressant qu'il y ait une discussion entre Negan et Lydia, et je m'attendais à ça, donc en fait j'ai pas été spécialement surprise par la discussion, comme je pense que vous l'avez vu dans la vidéo réaction. Je m'attendais à ce qu'elle lui en veuille, mais qu'elle se dise qu'elle déteste sa mère, mais qu'en même temps elle l'aime quand même, qu'elle avait vraiment envie de la détester, mais que c'était pas si évident que ça. Le fait qu'elle frappe Negan et qu'elle pleure en même temps, qu'il la prenne dans les bras, bon ça je m'y attendais. Par contre c'est vrai que voir Negan quand même les larmes aux yeux et tout ça, c'est quand même assez c'est toujours très prenant quoi, à chaque fois qu'on voit ça. On se souvient par exemple à la fin de la saison 8, juste avant que Rick lui fasse le coup à la gorge, c'était assez prenant, c'était assez émouvant. Et le fait qu'ils disent qu'en plus qu'il aimait bien Alpha, mais bon elle partait trop loin et tout ça, mais qu'il l'appréciait quand même, ça rajoute encore une chose au personnage, c'est-à-dire qu'il a fait tout ça tout en appréciant une personne et tout ça. Il l'a fait parce que c'était ce qui était juste. C'est là où Lydia n'a pas vraiment raison, enfin oui et non. D'un côté, de son point de vue je comprends totalement, mais d'un côté il l'a fait parce que c'était juste, parce qu'elle allait tuer des gens qui ne l'avaient pas mérité, elle allait tuer des enfants et tout ça, et donc fallait la stopper. Et il y a aussi le truc de se dire bah oui, j'ai quand même envie de me faire intégrer par les communautés, j'aime ces gens, j'ai envie de les protéger et j'ai envie d'être intégrée parmi eux. Donc il y a un petit peu de tout ça, et on fait encore avancer le personnage, et le fait qu'il ait les larmes aux yeux, on ressent le Negan humain
humain. On ressent le Negan d'avant l'apocalypse, le Negan qui était triste quand il a perdu sa femme et tout ça, et qui s'est endurci après l'apocalypse et qui a fait des choses qui n'étaient pas du tout légitimes mais qui pensait bonnes à ce moment-là. Et ça fait évoluer le personnage et j'ai hâte de voir comment il va interagir avec les autres, et notamment comme je disais Aaron et tout ça. Bon, Aaron s'il meurt pas, mais j'espère vraiment qu'on va revenir quand même sur ce passage Carol Negan, parce que ça me semble quand même un minimum indispensable en fait. On a eu le droit à une discussion aussi entre Lydia et Judith. C'est quelque chose qu'on attendait un petit peu depuis longtemps, et effectivement l'effet un peu miroir était intéressant, et je m'y attendais aussi, le fait que Judith est une mère adoptive, mais sa mère adoptive a été complètement là pour elle est limite à la surprotéger et tout ça. Enfin, ça a été vraiment une des meilleures mères qui existent. Et Lydia, elle a un petit peu cette jalousie, parce que bon, elle sent Judith qui est désolée pour elle et tout ça. Il y a ce côté-là elle aurait voulu avoir la mère qu'a Judith, même si Judith est triste parce qu'elle sait que sa mère elle va pas revenir de sitôt. Donc ce moment-là, il est triste parce qu'en même temps, on a de l'empathie pour Lydia, parce qu'elle aurait voulu avoir une mère aimante et tout, qui la protège, qui soit là pour elle, qui soit normale aussi, avec qui elle aurait pu avancer dans sa vie. Finalement, elle s'est retrouvée avec une mère qui la battait, qui la faisait vivre comme un animal, enfin bon, dans des conditions atroces, qui était complètement cinglée et tout ça, qui pouvait pas lui donner la vie dont elle avait envie, c'est-à-dire une vie tout à fait normale. Et à côté, Judith, qui ne reverra peut-être pas sa mère, donc on est sur deux personnages qui ont plus de mère, en tout cas Judith pour le moment, hein, c'est-à-dire que Michonne, avant qu'elle revienne, enfin avant qu'elle revoie Judith, il va se passer quand même très 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 longtemps. Et justement, c'était ça qui était intéressant par la relation avec Daryl, parce que Daryl, très clairement, hein, je pense qu'on a établi déjà depuis un petit moment, mais là ça a été confirmé par Michonne, je trouve, au Talkie-Walkie. Quand Judith a dit oui, j'écoute oncle Daryl, c'est clairement que Judith va être prise sous l'aile de Daryl totalement. Et là on est sur un peu la maman oiseau qui apprend à son enfant à voler, et c'est un peu ça en fait, c'est-à-dire que là Daryl, sa grosse capacité, c'est qu'il est un chasseur, je dirais même un tracker. Il arrive avec des éléments de la nature à savoir si quelqu'un est passé par là, par quelle direction, etc. On est clairement sur un personnage badass, un peu multifonction même. Et Judith, elle a appris beaucoup de choses de sa mère, elle a appris beaucoup de choses de son père, et maintenant elle va prendre du côté de Daryl. Donc on va être sur un personnage qui va quasiment savoir tout faire en fait, qui va être ultra badass. Et je pense qu'on installe un personnage qui va être central, soit à la fin de la série avec un time jump, soit dans un spin-off. Je pencherais plutôt pour le spin-off, parce que je pense que la série doit s'arrêter à un moment donné, mais ça n'empêche pas qu'il y ait un spin-off avec une espèce de continuité avec un time jump, ça pourrait être intéressant. Et le fait qu'on façonne à ce point-là le personnage de Judith, qu'on essaye de la faire mûrir plus vite que ce qu'elle devrait, parce que bon, je suis d'accord qu'on est dans un contexte d'apocalypse et tout ça, mais on a quand même envie de la rendre un peu plus adulte alors qu'elle a une dizaine d'années, donc c'est un peu paradoxal, mais justement je sens le personnage qu'on veut nous montrer à l'écran, comment tout ce qu'on lui a appris, comment elle a évolué, pour après justifier le fait que ça va être un personnage badass et important de soit cette série-là, soit d'une prochaine. Donc je mise complètement une pièce là-dessus. On est sur l'épisode où Judith fait un peu le deuil de sa mère, c'est-à-dire que le fait qu'elle fasse comprendre que Michonne va pas revenir tout de suite, qu'elle pleure, qu'elle est très attristée par ça, et le fait que Daryl la prenne complètement sous son aile, encore une fois, même si elle l'a fait depuis le début, pour moi ça signifie complètement, là elle a admis totalement que sa mère allait pas revenir de sitôt, qu'elle allait devoir avancer sans elle. Les dialogues de Daryl font comprendre aussi ça, hein, quand il dit oui mais t'as quand même une famille et tout, mais le truc que je me dis qui est un peu bizarre, c'est qu'il pose pas plus de questions que ça. Enfin je veux dire, tu sens que Michonne n'est pas là au Talkie-Walkie. C'était d'ailleurs intéressant parce qu'il y avait vraiment ce côté nostalgique et tout ça qui... Voilà, repenser à la bande d'avant, c'est juste fou, quoi, c'est juste dingue. Et le fait qu'elle réponde pas, ça l'interloque pas plus que ça. Elle dit qu'elle a aidé des gens, mais pourquoi Judith a pas l'impression qu'elle va revenir tout de suite? Enfin, je pense qu'il aurait pu poser des questions. Évidemment, j'espérais que Judith allait cracher le morceau pour Rick, c'est le truc que j'attendais le plus, et je pense que vous avez vu que j'étais frustrée à mort, et ça n'est pas arrivé. Bah oui, je suis frustrée parce que forcément on attend tous la réaction de Daryl, savoir se dire oui, qu'il va vouloir partir à sa rencontre, mais ils ont trouvé le moyen de contrer le fait que Daryl allait partir. Bon, c'était très facile, c'est très léger, pour moi ça suffirait même pas, mais bon. Il fait une promesse à Judith en disant qu'il ne partira pas, il va pas la laisser parce qu'elle a peur de lui dire les choses, parce qu'elle a peur qu'il parte. Donc il lui fait une promesse, et cette promesse-là, il va devoir la tenir. Maintenant qu'il l'a faite, c'est mort, donc techniquement, Judith, elle tient Daryl avec ça en fait. Donc Daryl ne quittera pas la série. Daryl ne suivra pas Michonne tout de suite, du moins, parce qu'il l'a promis à Judith. Donc non, ils ont trouvé une façon un peu de sécuriser le personnage dans la série. En tout cas, on a un passage qui était
assez brutal, hein. C'est le passage dans lequel Daryl va interroger donc une chuchoteuse et va la tuer. On se dit quand même, il hésite même pas une seule seconde devant Judith, et en même temps Judith, elle a demandé à apprendre les choses, elle a demandé à permettre encore une fois de sécuriser le groupe et d'être utile. C'est un personnage qui aime pas du tout se sentir inutile malgré son âge. Normalement son âge, on devrait rester en retrait et tout ça, et laisser les adultes faire, tout en essayant quand même d'apprendre des choses. Et elle veut aller sur le terrain, elle veut être utile. Et vu qu'elle a été volontaire pour ça, Daryl lui montre tout jusqu'au bout, que ce soit les choses qui sont mauvaises ou les choses qui sont plutôt bonnes, hein. Et là en l'occurrence, le fait d'abattre quelqu'un qui est blessé, et qu'en plus, il n'y a pas juste le fait que c'est quelqu'un qui est blessé et qui allait mourir en agonisant et tout ça dans d'atroces souffrances. Il y a aussi le truc de se dire que c'est quand même une menace, potentiellement. Alors oui, elle s'est écartée du groupe des chuchoteurs, mais elle a quand même encore des paroles de chuchoteuse. Quand elle dit oui, mourir avec une flèche dans l'épaule, c'est pas naturel. Quand elle dit qu'elle aime les gens, mais que c'est Beta qui pose problème et tout ça. Donc il y a quand même le fait qu'elle est attachée à ce groupe et qu'elle est attachée aux valeurs du groupe. Donc dans tous les cas, relâcher quelqu'un dans la nature comme ça, c'est pas forcément une bonne idée. Mais oui, là, quand Daryl est en train de dire, bah oui, de toute façon, elle est en train d'agoniser, donc il valait mieux la tuer. On a l'impression qu'il parle d'un animal, quoi. On a l'impression qu'il n'y a même pas du tout d'empathie. C'est un personnage qu'on a vu d'autres, hein, clairement. Là, c'est pas quelqu'un qui l'apprécie, c'est quelqu'un qui était son ennemi, qui peut non seulement être une menace, mais qui en plus souffrirait inutilement. Et Judith, faut qu'elle apprenne. Et Judith, elle apprend peut-être de façon un peu brute, mais ça va permettre de forger son caractère. Et là, elle passe par une période qui est quand même très très compliquée. Et le fait de voir comme ça la chuchoteuse tuer tout ça, qui reste même pas enterrée et tout, ça lui fait penser à ses parents, de se dire que demain ses parents ils peuvent disparaître, ils seront perdus comme ça dans la nature, peut-être tout seuls, même pas enterrés ni rien, sans personne pour se recueillir auprès d'eux. Et ça, c'est quelque chose qui lui fait beaucoup de mal. Il y a ce manque. Et aussi la possibilité de se dire que si jamais il meurt, non seulement elle le saura pas, mais en plus elle pourra pas se recueillir, elle pourra pas faire les choses pour eux. C'est quand même assez terrible, donc un passage très compliqué pour Judith, mais Daryl quand même arrive à la rassurer, à lui réchauffer un petit peu le cœur, et ça je trouve ça mignon. En tout cas, c'était très touchant. Je trouve que les deux acteurs sont juste extraordinaires dans ces scènes-là, tous les deux. Il y a une alchimie qui se passe très bien. On a vraiment l'impression que c'est vraiment l'oncle de Kylie, quoi. C'est assez fou. Et non, c'était un moment très émouvant qui était intéressant, et je pense qu'il augure beaucoup de choses pour la fin de la série, et voire peut-être le spin-off. Du côté de Beta arrive donc à Alexandria avec toute sa horde. Alors je m'attendais pas du tout à ce que tout le monde soit sorti comme ça. Et je pensais qu'on était vraiment sur une action qui allait se passer à Alexandria. En fait, tout le monde a eu le temps de partir. En même temps, on sait pas trop combien de temps il se passe à chaque fois, c'est un peu déroutant. Il reste donc Aaron et Alden. Et je me dis, mais encore Alden, quoi. Alden, c'est décidément... Et c'est pour ça, dans l'épisode, je dis, mais s'il se fait encore avoir, c'est pas possible. Et du coup, quand il s'est fait avoir, j'ai fait, ah non... Mais je suis en train de me poser la question, est-ce que vraiment Ross Marquand a envie de rester dans la série? Parce que honnêtement, on n'en fait pas grand-chose. C'est un acteur qui a un potentiel pour aller dans d'autres choses, notamment, bon, il a quand même allé du côté de Marvel, tout comme Danae, donc ouais, ça se pose la question, est-ce qu'ils n'ont pas mis de personnages qui vont mourir? Alden aussi. Après, le truc, c'est que Alden qui meurt alors que Maggie arrive bientôt, sachant qu'on a essayé d'installer un petit début de relation entre eux, bon, ça me semble bizarre, mais on est clairement sur deux personnages qui sont tout à fait tuables, au moins un des deux, et encore, mais le problème c'est de refaire le même coup des deux qui sont, enfin d'Alden encore kidnappé par les chuchoteurs. C'est redondant, quoi, c'est redondant, et voilà, et ça plus le fait que Beta, qu'on ait la même fin d'épisode que la fin d'avant, j'ai fait ouais, bon, côté chuchoteur. Ce qui était intéressant de ce côté-là, oui, c'est effectivement qu'il soit parti et qu'il se soit réfugié ailleurs, et que du coup les chuchoteurs l'ont pas vu venir, mais au final ils se font cramer par les chats. L'idée était intéressante, l'idée était assez maligne, un truc tout simple comme ça. J'aurais jamais pensé à inclure un truc comme ça dans le scénario, quoi. Le coup des chats, franchement, je trouve ça sympa. On parle tout le temps des chats et tout en début d'épisode. Je me dis, mais pourquoi, c'est quoi l'intérêt en fait de parler des chats? Qu'est-ce qui va jouer là-dessus? Je sais pas. Non, ouais, ok, d'accord. Au final, les chats permettent à Beta de suivre la trace de toutes les personnes qui se sont réfugiées à la tour, et donc de pouvoir les attaquer. Le truc de Beta qui devient cinglé, j'en attendais pas moins. On est quand même là sur la mort d'un personnage, d'une personne qu'il aimait énormément, qu'il respectait énormément, et qui quelque part lui avait montré la voie. C'est pour ça que c'était aussi intéressant l'épisode d'avant, Dieu ne voit qu'une vérité, quelque chose comme ça. C'est le fait que Alpha, depuis le début, depuis qu'ils se sont rencontrés, lui a toujours montré la voie. Ça a été son guide, ça a été son inspiration, ça a été tout en fait. Ça a été son tout pendant toute la partie où il l'a connue, et donc il se retrouve maintenant sans elle. Il a pas du tout d'accroche avec qui que ce soit des chuchoteurs, et de toute façon tous les autres dans les chuchoteurs lui sont inférieurs, donc il n'y a plus personne devant lui, et maintenant il doit sauver entre guillemets l'honneur d'Alpha, il doit faire les choses dans son nom, il doit se venger aussi, mais il y a la douleur quand même du fait qu'elle soit pas là, et qu'en plus elle soit pas là pour le canaliser, parce que c'était quand même Alpha qui était là pour le canaliser aussi, parce que sinon si c'était que lui il avait buté tous les chuchoteurs en 2 minutes. C'est ce qu'on voit même à un moment donné quand il y a Danae qui dit oui on suit l'Alpha et tout ça, le mec il le
prend archi mal, donc on sent que la douleur est toujours présente et qu'il peut très bien buter tout le monde. Et donc on entend cette espèce de seconde voix. Est-ce qu'au final Beta est devenu complètement cinglé maintenant, ou est-ce que c'était peut-être quelque chose qui était un petit peu antérieur à l'apocalypse et justement il y avait déjà des soucis psychologiques, et là le fait qu'il ait une souffrance énorme en lui refasse sortir ce problème-là, ça serait intéressant, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir creuser. Il est en train de perdre la boule, mais pas totalement, parce que oui, il entend des voix qui sont les mêmes, qui ont l'air d'être la même voix que lui, des chuchotements, toujours, mais des chuchotements un peu plus... On est plus sur... on donne des ordres, on lui donne des conseils aussi. En fait, ça lui permet une espèce de clairvoyance, une espèce de façon de mieux cerner les choses, comme si en fait il avait du recul au-dessus de lui. En fait, c'est comme si là, on a le personnage qui vit les choses et tout ça, et il y en a sa voix dans sa tête qui a du recul sur les choses, qui observe et qui lui dit bah ça t'as pas fait attention à ça, ça t'as pas fait attention à ça, et ça, et ci, et ça, tu devrais plutôt faire ci, faire ça. Donc ça lui permet en même temps de se recentrer. C'est un peu paradoxal, mais cette voix-là lui permet justement encore mieux de savoir ce qu'il doit faire. Et ouais, c'est un peu bizarre, et le fait qu'il y ait ce chuchotement, et puis il y a le rôdeur qui se retourne, hein, on se demande si c'est pas le rôdeur qui est en train de parler dans sa tête, donc ça imagine des choses. C'était intéressant, puis l'effet de voix à la fin aussi, la voix, je sais pas quoi, récompense, je sais pas quoi, bon, leur charabia, je commence à plus trop comprendre maintenant. Par contre, ouais, la fin du truc où il se retrouve devant l'hôpital, je me dis, mais ouais, c'est la même fin d'épisode, c'est la même. Je dis, est-ce qu'il reste des minutes ou quoi, parce qu'il faut quelque chose. On est sur la même fin d'épisode, je veux dire, ils sont pas trop embêtés. C'est-à-dire qu'on est passé par toute une boucle et tout, on a montré les choses pour arriver à la même chose. Ouais, c'était du comblage malheureusement. Alors pour la petite histoire, l'hôpital que l'on voit, c'est le même bâtiment que pour le tournage, mais dans la série, ce serait, semblerait-il, pas le même hôpital. Mais en tout cas, oui, ils ont utilisé le même bâtiment. Le fait, du coup, ça nous rappelle quelque chose, c'est du coup normal. Heureusement qu'on a la partie sur Princess qui sauve complètement les meubles, hein, très clairement, qui aident beaucoup l'épisode et qui en fait un épisode divertissant. Princess, donc, on a donc l'introduction de ce personnage haut en couleur, hein, qu'on avait juste rencontré très brièvement dans l'épisode d'avant. Un personnage qui peut être déstabilisant dans un contexte d'apocalypse où on a rencontré quand même tout un tas de personnes totalement cinglées, notamment les chuchoteurs en dernier lieu. Alors quand il y a un personnage qui dit qu'il n'est pas sûr que vous soyez réel ou non, qui commence à tirer sur des rôdeurs et que les chevaux partent et tout ça, on n'est pas forcément très rassuré, en plus qui déguise des rôdeurs et tout ça, donc on peut comprendre la méfiance de Yumiko, et en même temps elle lui parle quand même très mal, alors qu'elle a quand même une sacrée arme dans les mains, donc je veux dire, bon, elle aurait pu buter tout le monde assez rapidement, ça aurait été complètement faisable, le temps que chacun sorte son arme ou quoi, c'est mort. On a donc ce personnage qui se présente et qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'épisode, et on sent qu'avec Ezekiel ça va coller. Alors j'aime bien quand elle dit pourquoi tu t'appelles pas Queen, et puis elle dit bah non, Queen ça fait trop vieux et puis ça fait prétentieux. Alors Ezekiel déjà va plus trop dire roi parce qu'effectivement il a plus de royaume, et puis oui, effectivement il y a le côté bah ouais, ça fait prétentieux et vieux, ça fait un peu trop, donc elle se remet un petit niveau un peu en dessous, et puis elle est pas très vieille non plus, donc justement le fait qu'il garde ça de côté, je pense qu'on en reparlera par la suite, et qu'il va un petit peu plus assumer son rôle de roi entre guillemets, que ça va revenir sur le devant de la scène, parce qu'on est clairement en train de réintroduire le personnage. Et bizarrement, ce quatuor fonctionne. J'avais très peur, il y a l'épisode d'avant, j'avais très peur de peut-être d'un manque d'alchimie entre les personnages, et en fait ça fonctionne bien parce qu'ils apportent tous quelque chose de différent. Donc Princess, on est sur le côté drôle, Eugène, il y a un petit côté agacé, un peu stressé, mais en même temps qui se reconnaît en Princess, Ezekiel qui est complètement fan de Princess et qui aime un petit peu cette situation complètement rocambolesque et qui est complètement ridicule et tout, et c'est à la fois dangereux mais à la fois c'est drôle, et il a l'impression de vivre une nouvelle chose alors qu'il était complètement sur le sentier de la mort, et là il revit des nouvelles choses, donc il se sent revivre grâce à ce personnage. Et on a Yumiko qui est complètement réfractaire, qui est très méfiante et tout ça, qui garde ses distances, qui s'énerve et tout ça, donc oui, ils apportent chacun une chose qui est différente, et j'aime bien le fait qu'ils se retrouvent totalement bloqués avec ce personnage auquel ils ont du mal à faire confiance, ils savent pas trop ce qu'elle peut faire, ils savent pas trop ça va leur faire perdre du temps alors qu'ils ont un rendez-vous important. Alors justement, elle s'intéresse à la mission et tout, ah quelle mission et tout, je trouvais ça assez marrant. Ils lui disent que c'est une mission importante, mais comme il n'explique pas vraiment ce que c'est, elle prend pas vraiment la mesure de l'importance de la chose, et donc elle va un petit peu faire ce qu'elle veut. Donc oui, elle va prendre son temps parce qu'elle veut passer du temps avec eux, et c'est intéressant parce qu'on a déjà commencé à exposer des choses sur le personnage. Normalement on devrait creuser ça, le personnage a quand même un background dans le comics, on est sur un personnage qui a été seul pendant environ 1 an. En fait il y a ce côté, oui, on peut être agacé par la personne parce qu'elle fait perdre du temps et qu'ils ont un rendez-vous très important, et il y a ce côté c'est un personnage qui a quand même vu personne pendant 1 an, qui s'est parlé à lui tout seul. Alors à un moment donné elle cogite et tout à voix haute parce qu'elle a l'habitude de se parler à elle-même, enfin il y a tout ça qui ressort. Je trouve ça, c'était très très bien fait, les dialogues étaient très drôles, les situations étaient très drôles, c'était pas trop, j'ai peur justement quand on apporte un petit côté comédie, notamment dans une série aussi sérieuse, que ce soit trop, que ce soit ridicule, que ça me fasse pas rire et justement ça soit limite malaisant. Et en fait non, ça passe très bien, et l'actrice est parfaite.
pour le rôle de Princess. Paola Lazzaro, bah déjà ça a l'air d'être une personne qui est extraordinaire, parce que je sais pas, je la suis sur les réseaux sociaux et elle déborde de joie de vivre, elle a l'air très très contente d'être dans la série. C'est assez fou de voir comme ça les acteurs qui sont totalement, qui sont ravis d'être intégrés à cet univers-là, parce que bah, les fans sont très aimants et tout dans cette série. On est quand même sur une série avec une très grosse communauté qui est très très forte, et du coup faire partie de ça c'est très nouveau justement pour des acteurs qui n'ont pas forcément un gros CV. Et là on est sur une actrice qui est totalement dans son rôle, et elle a réussi à s'imprégner du personnage, le côté un peu décalé et en même temps qui essaye de se recentrer, puis après qui part dans des trucs et qui... Bon, ça passait vraiment très bien. Le coup des mines, bah forcément c'est rigolo parce qu'on se dit on est complètement sur une situation bah, qui peut vraiment très mal tourner, mais en même temps c'est drôle parce que dans une situation comme ça, elle arrive encore à être complètement déconnectée et sait plus où elle en est, donc ça se trouve ils peuvent crever, mais elle a l'air de prendre ça avec une légèreté, c'est assez fou. Ezekiel qui se dit bon bah c'est une situation nouvelle, on se dit bon bah peut-être on peut crever, mais bon moi j'aurais vécu quelque chose de nouveau. Le coup de lancer la gourde sur la mine et tout, enfin bon, même... Alors le rôdeur là qui fait exploser les mines, autant je m'attendais à en fait plein de rôdeurs qui allaient faire péter les mines et qu'ils allaient devoir courir ou je ne sais quoi, que ça allait être un délire comme ça, et au final non, le rôdeur est arrivé comme ça, donc du coup j'ai complètement sursauté, je l'ai pas vu venir. Princess va devoir justifier le fait qu'elle ait fait perdre du temps au personnage, et ça nous fait penser forcément à Eugène. Même avant qu'Eugène en parle de lui-même, en fait ça me faisait penser à ça avec Abraham, quand Eugène se faisait passer pour le scientifique qui pouvait régler le problème de l'épidémie zombie pour ne pas rester seul et pour pouvoir survivre, donc il s'était forcément entouré des personnes les plus compétentes. Forcément ça nous rappelle ça, et Princess, le truc c'est qu'elle a plus envie d'être seule, et c'est quelqu'un qui a un passé quand même difficile, je pense qu'on va en parler. Elle a clairement teasé son passé difficile, mais on n'a pas encore creusé, donc c'est quelque chose je suppose qui devrait venir. Si c'est pas le cas, je serais quand même très très déçue parce qu'il y a des choses à dire et qui permettent de comprendre le personnage. Et on est sur un personnage, oui, qui a une vie difficile avant l'apocalypse, et là on est limite sur un personnage qui peut potentiellement, en rencontrant les communautés de Yumiko, Eugène et Ezekiel, qui peut potentiellement vivre sa meilleure vie au final après l'apocalypse. Donc j'ai hâte de voir comment elle peut s'intégrer aux différentes communautés, de rencontrer certains personnages, parce qu'il y a des personnages qui vont être en mode qu'est-ce que c'est que ça, j'imagine Daryl, Carol, Negan, Gabriel, Rosita, je pense que Rosita ça passera bien, mais même Gabriel, je veux dire, il va me dire mais qu'est-ce que c'est que ça. Et après elle peut amuser aussi les enfants, je veux dire, je vois très bien Judith qui va l'adorer. En attendant, on a quand même quelque chose qui est important, c'est la rencontre avec Stéphanie, et ça doit arriver. Alors est-ce qu'ils vont arriver à temps au rendez-vous et tout ça, c'est un peu l'enjeu du truc, et donc ils vont y aller à vélo. Bah le vélo j'avais vu venir parce que je voyais pas une voiture et tout ça, c'est quand même très compliqué maintenant par l'essence et tout ça, puis ça fait beaucoup de bruit par rapport au rôdeur, donc je me suis dit c'est le moyen silencieux qui sont pas des chevaux parce qu'ils sont en ville, ça pouvait être le vélo, donc du coup c'était le vélo, effectivement. Bon bah voilà. Princess qui va donc intégrer le groupe grâce à Yumiko, bon bah ça c'est quelque chose auquel je m'attendais. Les personnages comme ça qui se retournent en mode enfin t'es sérieuse Yumiko, ça se passe comment, mais ils pensais pas que Yumiko allait complètement changer d'humeur par rapport à elle et l'intégrer dans le groupe. Et là voilà, on retrouve un personnage sympathique qui est humain, j'en attendais pas moins de Yumiko. Voilà, je sentais juste que ça allait être un petit énervement passager mais que ça allait pas durer. Mais voilà, c'était une partie vraiment rafraîchissante qui m'a fait beaucoup de bien. Malheureusement, comme je disais, c'est pas forcément ce que j'attendais à l'épisode 15, mais je m'attendais forcément à une partie avec Princess parce qu'on nous l'avait intégré là, donc on nous l'avait introduit à l'épisode d'avant, donc je voyais pas comment on allait faire sans. Bien que j'aime beaucoup cette partie, j'aurais préféré peut-être l'avoir plus tôt dans la saison pour qu'on puisse passer sur le gros du sujet, qui est quand même l'attaque des chuchoteurs. Du coup, on est sur deux choses, puisque l'autre chose importante, ça va être la rencontre avec Stéphanie et le retour d'un certain personnage. Donc oui, on va traiter beaucoup de choses sur un épisode. Ça va pas être possible de tout traiter de façon égale, et je pense qu'on risque de rester sur notre fin. En tout cas, de toute façon, je vous ferai une vidéo par rapport au prochain épisode parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va passer maintenant à la partie spoiler comics. Alors forcément, quand on voit Beta qui rentre avec les chuchoteurs dans Alexandria, ça ne peut que nous faire penser au fameux passage du comics quand Beta attaque Alexandria, sauf que tout le monde est là. Parce qu'on était sur une espèce de clin d'œil pour se dire, vous pensiez que ça allait arriver à ce moment-là, les lecteurs du comics? Et bah finalement non, ça arrivera pas. Mais j'ai bien apprécié ce clin d'œil-là. Et puis quand on voit effectivement là, toute la foule de rôdeurs dans Alexandria, mais c'est visuellement complètement comics quoi. Du côté de Princess, l'introduction du personnage, les premiers dialogues qu'on a sont très très similaires, sont quasiment les mêmes que ceux du comics, donc ça j'ai trouvé ça très très cool. On est resté sur la même histoire un petit peu, hein, le fait que ça fasse 1 an, qu'elle était toute seule et tout ça, qu'elle a une très mauvaise vie avant l'apocalypse. Je pense qu'on va revenir sur le fait qu'elle a été battue par sa belle famille. Alors pour expliquer un peu l'histoire, le père de Princess est parti, elle a eu donc un beau-père et un beau-frère, et il se trouvait que c'était 2 tortionnaires, c'était une personne un peu turbulente, donc du coup
elle a été punie, mais elle a été punie très sévèrement, c'est-à-dire qu'on l'enfermait dans un placard pendant des heures, au point qu'elle se fasse ses besoins sur elle, que du coup elle était battue, que sa mère en avait pas grand chose à faire, donc elle a vécu dans des conditions très très difficiles, elle a une enfance très très difficile, donc je pense qu'on va revenir là-dessus, parce que quand elle dit oui, ma vie avant l'apocalypse elle était pas géniale, ça tease qu'il y a quand même une profondeur chez le personnage, qu'il y a des choses qui l'ont profondément blessée, le fait qu'elle dise oui, tu es dur à aimer et tout ça, je pense que ça vient peut-être de sa mère, quand elle lui a demandé peut-être de l'aide, elle lui a sûrement dit quelque chose comme ça, donc je pense qu'on va creuser ça, et ça va rendre le personnage encore plus touchant, ça va rendre le personnage encore plus profond, et c'est déjà un personnage qui commence à faire l'unanimité, donc quand on va lui donner de la profondeur, ça va être juste fou. On nous a teasé le truc de la lance, alors j'ai l'impression qu'ils vont peut-être pas avoir le temps d'aller chercher sa lance, ça c'est une chose qui est possible, je sais pas, peut-être qu'ils iront la chercher au retour, mais quand elle dit oui, j'ai ceci, cela et tout chez moi, j'ai ma lance et tout ça, évidemment que je voudrais voir sa lance dans la série pour avoir la panoplie complète du personnage. En tout cas, le côté un peu qui faisait cosplay dans l'épisode d'avant, ça m'a passé, mais j'ai peur que quand elle va être mélangée aux autres personnages, elle dénote un petit peu, enfin c'est un petit peu bizarre. En tout cas, très bonne interprétation comme je disais, et je pense que ça va être un personnage qui sera beaucoup plus développé dans la série et beaucoup plus intégré aux intrigues que le personnage du comics. Parce qu'on se souvient quand même, elle a son histoire avec Mercer, elle est introduite et tout ça, mais ça reste quand même léger pour ce qu'on fait d'elle. Même le fait qu'elle ait rencontré Eric et tout ça, ça se passe très très vite. On voit pas vraiment trop sa vie au sein des communautés, donc c'est un petit peu dommage. Et j'espère que là, on fera beaucoup plus avec elle dans la série, et ça serait top. En tout cas, on se retrouve jeudi soir pour le live et pour d'autres vidéos. De toute façon, j'ai prévu d'autres vidéos The Walking Dead. Ne vous inquiétez pas, et on se retrouve sinon sur Twitch pour les lives gaming. Et samedi soir, je vous attends de 21h pour un live caritatif pour récolter des dons pour Médecins Sans Frontières, justement par rapport à l'épidémie de Covid-19. Et j'espère que vous serez là. Voilà, en tout cas, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!